La France dit condamner les violences contre les manifestants. Nous sommes au Tchad, ou bien nous serons d'abord au Tchad et à Paris en France. Au Burkina Faso, nous sommes déjà en partenariat avec la Russie. Ce sont les propos de Joachim Kielem de Tembela, le nouveau Premier ministre burkinabé au Mali. La mission de l'ONU réclame les moyens d'agir. Et puis on termine par le Togo. Le premier vice-président de l'ANC, Patrick Lawson Bankou, n'est plus. Nos invités sont déjà en place. Joakomi Talaké, journaliste, directeur de publication de Afrique Plume. Et puis Germain Pouli, journaliste également, directeur de publication de Togo Réveil. Chers invités, chers confrères, bonjour. Joa, vous allez bien? Oui, ça va. La semaine vient de commencer en pleine forme. Avec joie. La joie est là. Alors, Germain Pouli, bonjour. Cher René, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour Joa, bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, on commence donc par le Tchad et ces événements malheureux qui se sont produits ou bien qui s'étaient produits, c'était jeudi de la semaine écoulée. La condamnation de la France, elle est venue, en tout cas, Joa Talaké, comme Talaké. La France a condamné et comment? Bon, en tout cas, il faut commencer par présenter vraiment les tristes condoléances au peuple tristement abattu, qui n'avait que le choix que de pleurer. Et pour moi, la sortie de la France à travers son communiqué, je pourrais pas dire c'est une comédie, mais c'est venu en retard parce que il fallait mettre toutes les chances aux côtés du peuple pour que nous ne puissions pas arriver là. Mais au même moment, je me demande, est-ce que lorsqu'on accuse toujours la France de pouvoir interférer dans les affaires de nous, Africains, quelle est, nous, notre part de responsabilité dans tout ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'il y avait des représentants de la France quand ils faisaient des assises nationales? Est-ce que au sein des décisions, est-ce que à la fin donc de ces décisions, à la fin donc des décisions prises aux assises nationales, est-ce qu'il y avait quelque part où la France a émergé? Moi, je me dis que c'est nous le problème parce que il faut forcément qu'on soit conscient de ce que nous sommes, de ce que nous voulons faire pour qu'on puisse avancer. Et donc, accuser la France, c'est normal, tout le monde peut le faire. Mais ici, interpeller sa conscience... Pour les gens, c'est la France qui a eu à introniser Mamad Débit. Tout à fait, mais je me dis que nous avons quand même la plus grande responsabilité. Si aujourd'hui, nous accusons la France de part et d'autre d'interférence et tout, quelque part, il faut juger aussi que nous, Africains, nous-mêmes, nous sommes quand même coupables parce que si on n'est pas d'accord, ça ne passe pas en fait. Alors, Germain Pouli, on a vu les propos de la France par le biais du Quai d'Orsay. Des violences sont intervenues ce jeudi au Tchad avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne. Ce sont les mots du Quai d'Orsay. Oui, je crois que c'est une condamnation de principe qui était attendue. Comme vous l'avez dit, après la mort du maréchal, on a vu le président François Macron venir aux obsèques, alors que le militaire à ce moment déjà avait choisi le fils d'Éby pour être son successeur. Et comme un peu partout, l'opinion attendait que la France condamne cette situation, mais la présence de Macron à ces obsèques-là, et les propos qu'il a eu à tenir en disant qu'il s'y tiendrait le Tchad, qu'il ne laisserait pas ce pays balancer dans l'instabilité, ont été interprétés comme un soutien à la junte militaire qui a plus loin, une forme d'intronisation. Voilà, et donc c'est vrai que même si ça n'a pas été assez clairement dit, la seule présence de Macron équivaut à un vrai soutien. Il ne faut pas se le cacher. Et donc aujourd'hui, on se dit que cette junte est parrainée par la France, même s'il y a d'autres partenaires comme le Qatar et tout ça, qui a également beaucoup travaillé pour amener
au règlement donc, du problème tchadien. Donc là, il y a quelque chose de grave qui s'est passé à l'issue de ces assises, où finalement le chef de l'État a été reconduit pour une transition de 2 ans et surtout avec la possibilité pour lui d'être candidat à la fin de la transition et éventuellement pouvoir, s'il est élu, continuer à diriger le pays. Donc c'était prévisible que déjà avec ces conclusions-là, il n'y aurait pas d'inquiétude. Et tout ça a été entériné par la prestation de serment donc, du général Déby, ce qui a mis donc, le feu aux poudres. Et malheureusement, l'armée tchadienne ou les forces de sécurité n'ont pas fait dans la dentelle. Il y a eu des dizaines de blessés et de morts, je dois dire, des centaines de blessés. Quelque chose d'assez grave que plusieurs institutions internationales ont condamné. Alors, Germain Pouli, vous êtes journaliste. Concrètement, qu'est-ce qui s'était passé la semaine passée au Tchad? Ouais, vous savez parce qu'on a plusieurs informations. Oui, il y a plusieurs informations, mais là où ces informations se recoupent, c'est qu'il y a eu des manifestations qui ont été interdites, que des populations ont bravé. Mais après, l'encadrement ou la gestion de ces manifestations interdites-là a été marqué par beaucoup de violence. Après, il y a eu des tirs de balles en caoutchouc, gaz lacrymogène, et là, il y a eu des tirs à balles réelles aussi, des armes ont été utilisées, et aujourd'hui, on dénombre un certain nombre de morts. Bon, côté gouvernement, on se défend par le fait que des manifestants sont allés attaquer le siège du parti du Premier ministre. Il y a eu assez de dégâts donc provoqués, il fallait rétablir l'ordre. Donc dans ce genre de situation, chacun se rejette donc, le tort. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est la violence et les dégâts humains, notamment les décès et les blessures. C'est de là où on juge la répression assez violente. Et donc Paris fait bien de se démarquer donc de ces faits-là et de dire qu'il n'est pas mêlé aux événements qui se sont produits, sauf que malheureusement au départ de cette histoire-là, Paris a accordé son onction donc, aux nouvelles autorités. Et on nous dira que c'est pour des raisons sécuritaires. On sait un peu comment... C'est ce qui a été avancé même. Voilà, on sait comment Déby est arrivé au pouvoir. Le Premier ministre qui devait prendre l'intérim avait renoncé, estimant que par rapport à la situation de guerre plus ou moins permanente dans laquelle vivait le Tchad, en dehors du terrorisme et de la guerre qui a marqué la période électorale. Vous voulez parler du président de l'Assemblée nationale? Voilà, donc c'était important que ce soit plutôt un militaire et la junte donc a choisi le fils du maréchal. Alors cet argument, je pense que la France aussi l'a utilisé dans un premier temps pour estimer que pour la stabilité de ce pays et de cette région, il fallait quand même un régime qui tienne sur le plan sécuritaire, quand on sait aussi le rôle que le Tchad a joué dans la lutte contre le terrorisme et tout ça, donc il ne fallait pas que ce pays-là bascule dans l'instabilité. Ça, c'est l'argument de Paris. Mais pour l'opinion et les politiques, c'est que Paris a intronisé un roi, enfin un président qui a succédé donc à son père. Et ça reste une épine dans les pieds de Macron. Et partout où Macron rappelle la démocratie à l'ordre, on lui rappelle ce récent soutien-là qu'il a apporté à la jeune tchadienne. Alors, Joachim Yitalake, on a vu également la réaction de ceux qui portent la voix du panafricanisme en Afrique. Pour ces personnalités, c'est la France qui serait derrière le régime de N'Djamena. Et donc, la France est responsable de tout ce qui se passe actuellement au Tchad. Est-ce que cette condamnation peut changer quelque chose selon vous? Oui, ici il faut regarder les faits sous deux angles. Vous savez, lorsqu'on accuse la France, c'est bien vrai. Ils ont raison de l'accuser parce que la France a un niveau de démocratie élevé. Et pour les Africains qui n'ont pas encore accès à la totalité, à toutes ces formes et à tous ces principes de niveau de démocratie,
Alors, voir la France appuyer ou encore introniser, entre guillemets, quelqu'un qu'on jugerait peut-être prendre les armes et aller combattre, et faire un coup constitutionnel et puis le maintenir au pouvoir, je pense que quelque part, les Africains ont, entre parenthèses, raison d'accuser la France pour avoir d'une manière ou d'une autre contribué à la haine et à la révolte. Parce que, tenez-vous bien, cette révolte est née du fait que à la fin donc, des assises nationales et où la majorité des opposants qui tiennent la tête au régime en place, dont Succès Masra, n'ont pas participé en fait. Alors, ces personnes qui n'ont pas participé, qui constituent quand même un poids au niveau de l'opposition, ont aussi une majorité. Est-ce que pour vous, c'était une erreur pour l'opposition? Je le dis franchement, ce n'était pas une erreur, mais c'était quand même une stratégie peut-être. Une stratégie ratée de l'opposition et une stratégie ratée de ceux qui dirigent et l'opposition, une stratégie réussie pour donc l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, même s'il y a les morts que nous déplorons avec nos dernières énergies, l'opposition en sort gagnante. Parce que, quoi qu'on dise, ce à quoi elle attendait, elle est en train d'aboutir. Et je vous annonce même qu'il y a même des bribes d'informations qui font croire qu'il y aura encore d'autres manifestations. Oui, mais bien avant mais on doit également penser aux morts. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Mais bien avant de continuer mon analyse, j'ai une remarque très pertinente à faire et sur la sortie médiatique de Idriss et de Mahamat, le fils de Déby. Vous savez, le jour des manifestations où il y avait des morts, sur sa page Twitter, sur son compte Twitter, à 14h40, il annonçait qu'il venait justement de tenir un premier conseil de ministres avec son clan, avec des photos et tout, sur son compte Twitter. Au même moment, à cette heure précise, il y avait beaucoup de massacres, des morts, on annonçait un peu partout des massacres et tout. C'est là où je voudrais un peu attirer l'attention de ceux qui sont au pouvoir, qui minimisent un tout petit peu la communication digitale. Ils pensent que l'appareil est un outil simplement. Aujourd'hui, quand on tweet, ça a coup de milliards, si je n'exagère pas, qui vous suivent. Et donc, sortir, prendre son téléphone et puis communiquer, même s'il n'est pas à la charge et que c'est quelqu'un qui l'a fait, je pense qu'il l'a fait sous ses ordres. Alors, si on fait un tweet à 14h40, alors qu'à cette heure précise, il y avait des manifestations accrues et que les gens tombaient à coups de gaz et de tirs, de balles à balles réelles. Je pense que c'est l'erreur qu'il ne devrait jamais faire. Et si vous suivez les commentaires et tout ce qui a été dit, vous allez vous rendre compte simplement que il a été balayé carrément. Aucun commentaire n'a été positif à son encontre. Et donc, pourquoi faire une communication qui ne sera pas écoutée, qui sera contre nous? Et donc, moi, je trouve que il a vraiment failli et sa communication a failli là. Je voudrais aussi revenir un peu en arrière et rappeler un peu l'historique du Tchad avec le premier président lorsque le Tchad a accédé à l'indépendance. Je parle de Tombal Baye. Vous savez, ce monsieur a accédé au pouvoir après juste la proclamation de l'indépendance du Tchad. Et il a dirigé avec une main de fer le pays, ce qui n'a pas plu à certaines personnes qui, eux aussi, avaient la possibilité de se créer un camp. Alors, comment est née la rébellion au Tchad? Lorsque l'armée n'était pas pour la gouvernance du premier président tchadien, il a fallu que cette armée se constitue en rébellion, en clan, pour pouvoir venir contrer la gouvernance. Tout est parti de l'armée. L'armée régulière. Tout à fait. Chose que les Français ont intervenu pour mettre terme à cette rébellion qui voulait déloger le premier président. Alors, à la grande surprise de tout le monde, lorsque le premier président a déclaré qu'il veut nationaliser certaines ressources clés du pays, et il avait l'air de pouvoir conduire le pays comme, comment je peux le dire, comme un nationaliste. Tenez-vous bien, il y avait aussi la France qui n'était pas content
de sa nouvelle politique. Alors, dans ce bain de sang qui a amené donc la rébellion à pouvoir donc faire des coups d'État et tout, voilà comment Idriss Déby est marché, il est venu au pouvoir. Alors, c'est pour rappeler que le Tchad souffre, franchement, depuis son accession à l'indépendance, il souffre d'une démocratie qui pourra asseoir les bases du développement. Et ceci, je crois que c'est le mal, peut-être, soit à son sous-sol qui est extrêmement riche, parce qu'on le sait, comme soit beaucoup de pays africains. Au manque de leadership qui devrait conduire donc le pays à sortir du chaos et des coups d'État. Et nous en sommes aujourd'hui avec toujours le sujet du Tchad. Alors, Germain Poulier, en 2 minutes, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une condamnation de principe. Est-ce que cette condamnation va changer quelque chose? Oui, ça change un peu, hein, parce que pour une fois, on voit que la France ne cautionne pas entièrement ce qui se fait. Mais après, est-ce qu'au-delà de cette condamnation-là, il y a d'autres moyens de pression sur la junte actuelle pour qu'elle puisse travailler, assurer une transition, enfin une rallonge de la transition pacifique, parce qu'il y a déjà une première manche de cette transition-là. Vous estimez qu'on est trop dur aussi avec la France des fois, parce qu'on l'a vu récemment au Burkina Faso, lors de ce coup d'État qui a porté Ibrahim Traoré au pouvoir? Oui, sur d'autres terrains, oui, mais sur le terrain tchadien, je ne dirais pas. Parce que comme je l'ai dit, le fait d'arriver aux obsèques de Déby et d'avoir prononcé un discours qui s'apparente pratiquement un soutien à ce qui était en train de se faire, fait que, à partir de là, la France était inaudible sur d'autres terrains où il y a eu plus ou moins les mêmes situations de coup d'État. Donc, aujourd'hui, par rapport, on peut dire les gens exagèrent, mais sur le dossier tchadien, il y a de bonnes raisons d'accuser la France parce qu'on pense qu'elle a parrainé ce qui est en train de se faire. Maintenant qu'elle condamne, il faut qu'elle aille loin au-delà de ces condamnations-là pour éviter que cela ne se reproduise, parce qu'on n'est qu'au début de cette nouvelle transition-là. Il y a pratiquement 23 ou 24 mois. Si les manifestations vont se poursuivre aussi, l'armée va toujours avoir la matraque ou la gâchette facile. Ça va être compliqué. Là, on n'est qu'au début de la transition. Et vous savez que cette transition doit aboutir à des élections et on connaît un peu la fébrilité des périodes électorales. Et donc là, il est à craindre que les choses ne s'aggravent. Donc s'il faut que cette transition-là réussisse, dès maintenant, je pense qu'au-delà de ces condamnations-là, il faut que la France mette la pression à ces autorités-là, parce qu'en réalité, à partir du moment où Déby a obtenu la possibilité d'être candidat, il faut qu'il garantisse quand même un scrutin transparent, ou même s'il gagnait, qu'on ne dise pas que c'est avec des fraudes. Il faut aussi qu'il garantisse un scrutin ouvert à partir du moment où lui-même n'a pas été éliminé parce qu'il a conduit la transition. Il ne faut pas qu'il élimine aussi d'autres candidats et que tous ceux qui voudraient diriger le Tchad viennent et à armes égales compétissent. Donc si la France veut se rattraper par rapport à ce qui s'est passé récemment au Tchad, je crois que cette transition est une bonne occasion. Elle a condamné, c'est vrai, certains croient, d'autres ne croient pas du tout. Je pense que c'est juste... Mais elle a fait son travail, vous voilà, mais il faut aller plus loin et qu'on la sente beaucoup plus aux côtés des populations tchadiennes dans l'acheminement de cette transition-là. Allez, on va marquer la pause. On vous retrouve après Joie, Comité à la Germain Poulier pour la suite.